Voilà, l'analyse Pestel. Cela veut dire quoi? On avait dit que le diagnostic constitue un prérequis indispensable avant l'élaboration de toute stratégie. Avant d'élaborer la stratégie de l'entreprise, il convient de faire ce qu'on appelle un diagnostic, le diagnostic stratégique. Et dans le diagnostic stratégique, il faut d'abord faire la segmentation stratégique avant maintenant de mener les diagnostics. Parce que la segmentation stratégique nous permet de subdiviser l'activité globale de l'entreprise en sous-activités qu'on appelle des DAS, autrement dit, domaines d'activité stratégique ou en anglais, Strategic Business Unit. Après la segmentation de l'activité en différents domaines d'activité stratégique, on a dit qu'il faut faire ce qu'on appelle le diagnostic de l'identité. Pourquoi diagnostic de l'identité? Parce qu'on ne peut pas étudier de la même manière une entreprise industrielle qu'une entreprise commerciale, mais aussi, on part du principe qu'on est toi-même, connais les autres et tu seras invincible. Principe fondamental dans l'art de la guerre, le livre qui a été popularisé et écrit par Sun Tzu. Connais-toi toi-même, connais les autres et tu seras invincible. À la suite de cela, c'est là où on va peser une double analyse, un diagnostic externe et un diagnostic interne. Maintenant, le plus difficile, je vous l'avais dit, c'est comment réaliser le diagnostic externe. Le diagnostic externe revient à diagnostiquer, analyser l'environnement. Quand on parle d'environnement, l'environnement comprend deux dimensions. La dimension microéconomique et la dimension macroéconomique. Ça veut dire quoi la dimension microéconomique? La dimension microéconomique de l'environnement comprend le marché et la concurrence. Le marché et la concurrence. Et la dimension macro-environnement comprend ce qu'on appelle les tendances lourdes de l'environnement, autrement dit les facteurs d'évolution de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. C'est ce que vous avez sous vos yeux, l'acronyme PESTEL. Alors, la dernière fois, on a défini c'est quoi l'environnement politique, l'environnement économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. D'accord? Mais aujourd'hui, on va essayer d'appliquer cette analyse très rapidement à une entreprise que vous connaissez déjà, c'est l'entreprise Free. Donc, on va faire l'analyse PESTEL de Free. Vous voyez l'écran? Allô? Allô, oui. Vous voyez l'écran? Free? Oui. Oui, d'accord. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire une analyse PESTEL, comme son nom l'indique. L'environnement politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal, mais appliqué à l'entreprise Free. Vous savez, Free, anciennement appelé Tigo, PESTEL de Free, évolue dans un secteur très concurrentiel. Vous convenez avec moi que le secteur d'activité dans lequel évolue Free est un secteur très, très concurrentiel, c'est-à-dire le secteur des télécommunications, ou autrement, le marché de la téléphonie mobile au Sénégal. Alors, tous les jours, les entreprises mettent en œuvre de nouvelles actions, soit pour rattraper ou limiter l'écart creusé par Orange, qui est le leader du secteur, soit pour le surpasser. Mais c'est difficile. Donc, on va essayer de faire une petite analyse PESTEL.
Alors, quand on vous dit modèle Pestel, analyse Pestel, c'est de cette manière-là qu'il faut le faire. Regardez bien le tableau. Vous faites toujours dimension, indicateur, ensuite situation du secteur. C'est comme ça qu'on fait une analyse Pestel. Dimension, vous prenez la dimension politique. Par exemple, la dimension politique. Dans la dimension politique, vous avez 3 variables ou 3 indicateurs. Vous avez... Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on est en train de faire l'analyse Pestel en pratique. Nous sommes en train de faire. Et cette analyse Pestel va nous permettre de recenser l'ensemble des principales influences auxquelles Free est confronté. Alors, aujourd'hui, pour l'analyse Pestel, imaginez, on prend la dimension politique. Indicateur, on a 3 variables et la situation du secteur. Premièrement, premier indicateur, c'est la stabilité gouvernementale. La stabilité gouvernementale. Le reste c'est minuscule. La stabilité gouvernementale. Alors, la situation du secteur. Le Sénégal est un pays stable et cela encourage les investissements. Alors, à votre avis, il faut désactiver les micros, hein? Ça grince quelque part. C'est bon. Alors, là, j'aurais besoin également de votre appui. Imaginez la situation politique. On prend d'abord la stabilité gouvernementale. Le Sénégal est un pays stable et cela encourage les investisseurs. Cela constitue une opportunité ou une menace, selon vous? Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut voir d'abord la dimension politique, voir les indicateurs et la situation du secteur par rapport à l'indicateur. On prend l'indicateur stabilité gouvernementale et qu'est-ce qu'on voit? Le Sénégal est un pays stable et cela encourage les investissements. Opportunité ou menace, à votre avis? Si la tendance est positive, c'est une opportunité. Si la tendance est négative, c'est une menace. Donc, c'est une opportunité. Très bien. On prend un deuxième indicateur, la politique fiscale. Défavorable. Pourquoi? Parce que l'impôt sur les sociétés, l'IS, est passé de 25 à 30%. Ah, hausse de l'impôt sur les sociétés de 30%. Et auparavant, l'impôt sur les sociétés était de 25%. Donc, on passe de 25 à 30%. Donc, ça veut dire quoi? L'environnement fiscal est favorable ou défavorable, selon vous, si on prend l'indicateur? Défavorable. Opportunité ou menace? Opportunité ou menace? Politique fiscale défavorable, c'est une menace ou une opportunité? C'est une menace. C'est une menace. Très bien. On continue. On va voir à présent la protection sociale. La protection sociale. La protection sociale au Sénégal est très faible. Ce qui est favorable en termes économiques, mais n'est pas conforme aux règles d'éthique et de morale. Pour les entreprises, c'est une opportunité, car quand la protection sociale est faible, ça évite de faire des déclarations côté social et voilà, rien ne s'ensuit.
Donc, c'est bien côté du point de vue de l'entreprise, mais du point de vue des employés, c'est contraire aux règles d'éthique et de morale. Alors, ici, quand la protection sociale est faible, il s'agit pour l'entreprise d'une opportunité ou une menace. C'est une opportunité. C'est une opportunité pour l'entreprise. Mais ce n'est pas vraiment conforme aux règles d'éthique et de morale. Vous voyez, au Sénégal, la protection sociale est vraiment faible. Alors, on a fini avec l'environnement politique. Je vous dis comment on fait le PESTEL dans la pratique. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce modèle-là, je vous l'enverrai après le cours. Aujourd'hui, je vous l'enverrai, vous allez voir. C'est un modèle que vous pouvez adapter dans vos mémoires et tout ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on fait une analyse PESTEL. On fait la dimension, indicateur et situation du secteur. Mais ce que je vois souvent dans les mémoires ou bien ce que je vois souvent dans les rapports de plan stratégique de développement, ce n'est pas une analyse PESTEL. Et puis, on met directement le SWOT sans l'analyse PESTEL, sans l'étude de marché, sans l'analyse de la concurrence. Souvent, on biaise le SWOT. Le SWOT est biaisé. Vous ne pouvez pas venir très rapidement faire l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, pour remplir l'analyse SWOT, il faut se baser sur ça. Sénégal est un pays stable, opportunité. Politique fiscale défavorable, vous le mettez dans côté menace. Protection sociale faible, opportunité. L'évolution du PNB qui passe de 2,2%, opportunité, a augmenté, opportunité. Le pouvoir d'achat des clients a baissé, c'est une menace, etc. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, après l'environnement politique, on va voir l'environnement économique. L'environnement économique. Alors, d'abord, on va voir l'évolution du produit national brut qui a augmenté de 2,2%, qui augmente, entraînant une augmentation du pouvoir d'achat des clients. Opportunité ou menace selon vous? Opportunité ou menace? C'est une opportunité. Très bien, opportunité. Alors, la politique monétaire du Sénégal. Le Sénégal fait partie de la zone UEMOA. C'est-à-dire, la politique monétaire est régie par la Banque centrale. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit que la politique économique d'un pays comprend la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique monétaire, elle est conduite par la Banque centrale, alors que la politique budgétaire, elle est conduite par l'État. Politique monétaire et politique budgétaire. La politique monétaire est conduite par la Banque centrale et la politique budgétaire est conduite par l'État. Donc, le fait d'être dans une zone comme l'UEMOA garantit une stabilité de la monnaie. Parce que c'est la Banque centrale qui va assurer la stabilité de la monnaie pour éviter l'inflation. Dans ce cas-là, constitue-t-il une opportunité, cet indicateur, ou une menace? C'est une opportunité. Alors, le taux de chômage est élevé, soit 48% soit 48%, soit 48%, ce qui réduit non seulement le taux de consommation de cartes, la part de marché, mais aussi la consommation de cartes. Donc, le taux de chômage élevé, soit 48%, ce qui réduit non seulement la part de marché, mais aussi la consommation de cartes. Le taux de chômage élevé, 48%. Waouh! Ce qui réduit non seulement la part de marché, mais la consommation de cartes.
S'agit-il d'une opportunité ou bien une menace? C'est une menace. C'est une menace. Très bien. On continue. L'environnement socio-culturel. Bon, la dimension socio-culturelle, j'allais dire. Donc, on étudie les dimensions. La dimension socio-culturelle. Maintenant, pour la dimension socio-culturelle, la démographie. Le dernier recensement de la NSD indique qu'on est environ 16 millions d'habitants, dominés par des jeunes dont la tranche d'âge est dans la fourchette de 20-25, réactifs et multitâches, d'où la nécessité d'innover et de créer des produits à l'européenne. Alors, le fait d'avoir une augmentation de la population, parce que maintenant on est à 16 millions d'habitants, à majorité des jeunes, constitue une opportunité ou une menace? C'est une opportunité. C'est une opportunité. Mais ça peut également être une menace dans la mesure où si l'entreprise n'innove pas, l'entreprise ne pourra pas exploiter cette opportunité. C'est une opportunité dans la mesure où vraiment la cible principale pour ces entreprises de télécommunications, c'est les jeunes qui se connectent le plus souvent, qui vont utiliser le téléphone, c'est-à-dire l'appel téléphonique, qui vont utiliser le transfert d'argent, qui vont utiliser également tout ce qui est Internet. Donc, c'est la cible. Donc, si la population est à majorité jeune, c'est bien. Mais n'oubliez pas qu'il y a une contrainte, le taux de chômage est élevé et de 48%, ce qui réduit vraiment les moyens, le pouvoir de pouvoir d'achat des consommateurs. Alors, la redistribution des revenus. Mais imaginez, la part de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est de 57,1%. De plus, 10% de la population détiennent 42,8% des revenus. C'est la triste réalité. La part de la population vivant au-dessus du seuil de pauvreté est de 57,1%. De plus, 10% de la population détient 42,8% des revenus. Est-ce qu'il y a une bonne distribution des revenus? Non, c'est une petite partie de la population qui détient la majorité des revenus. Donc, cette inégalité dans la répartition des revenus constitue une menace. Maintenant, pour les habitudes d'achat, l'habitude d'achat des consommateurs. Les habitudes, oui. Attendez, je vois la réponse. Menace, très bien. Alors, les habitudes d'achat suivent les variations de la conjoncture économique. La constance de ce secteur est garante de la pérennité des achats. Les consommateurs se focalisent plus sur des produits à bas prix. Alors, tout ce que vous avez vu jusque-là, une population à majorité jeune, une population qui ne travaille pas, alors une population qui, voilà, c'est 10% de la population qui détient 42,8% des revenus, c'est normal que les consommateurs se focalisent plus, la majorité des consommateurs se focalisent plus sur des produits à bas prix. Donc, c'est normal. Donc, l'entreprise, dans sa conception de sa stratégie, doit tenir compte de son environnement. Voir quelles sont les habitudes d'achat, est-ce que les revenus sont répartis de façon égale, etc., etc. Donc, les habitudes suivent la conjoncture économique et on sait que la conjoncture économique est difficile en ce moment. Donc, maintenant, ça constitue une menace. Ça constitue une menace. Alors, les modes de consommation. On sait que la sociabilité de la population sénégalaise a l'origine d'une forte consommation des moyens de communication. Vous voyez, on est tellement social que même si
le niveau de revenu est bas, le pouvoir d'achat est trop bas, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes une société de communication. On est une société de communication. On aime communiquer. C'est pourquoi les opérateurs qui ont compris que nous sommes vraiment une société de communication jouent sur des forfaits illimités, donc des communications illimitées. Donc, pour adapter leurs produits au mode de consommation de la société, comme nous sommes une société de communication, ils font tout et souvent aussi, ils savent s'adapter, comment dirais-je, savent s'adapter aux habitudes de consommation des Sénégalais. Imaginez s'ils savent que pendant la période des vacances ou bien pendant certaines périodes, au-delà de minuit, il y a les étudiants qui se connectent, ils vont faire par exemple, offrir 1 giga gratuit à partir de minuit, etc. Sachant que ce sont généralement ceux qui sont en vacances ou autres qui se connectent. Il y a d'autres également qui ont ces habitudes de consommation. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour bien élaborer sa stratégie, il faut tenir compte de tout cela. L'environnement socio-culturel, l'environnement économique, politique, technologique, etc. On va voir l'environnement technologique. Alors, l'environnement technologique, on va très rapidement voir les recherches, les dépenses publiques en recherche-développement, RD. Assez faible. Parce que dans le secteur des télécommunications, généralement, ceux qui sont là n'innovent pas. Voilà, donc assez faible. En effet, du point de monopole à long terme, le secteur de la télécommunication ne s'est pas réellement investi en matière de recherche et développement. Donc voilà. Opportunité ou menace? Alors, c'est une menace. Il faut toujours se poser la question. Est-ce que ça a un impact positif sur l'entreprise? Opportunité. Est-ce que ça a un impact négatif sur l'entreprise? Menace. Les découvertes technologiques également ne sont pas importantes dans le secteur des télécommunications. Les découvertes ne sont pas importantes. Il n'y a presque pas de découvertes dans le secteur télécom. Alors, centre de recherche pas encore déployé au Sénégal. C'est une menace également. Alors, on va voir l'environnement écologique, le respect de l'environnement. Des conventions sont toujours signées concernant le respect de l'environnement. Recyclage des produits, téléphoniques, conformité des équipements radioélectriques, mais l'application n'est pas des plus rigoureuses. Donc, on a défini des mesures internationales qu'on doit appliquer au Sénégal, mais vous voyez, avec le laxisme actuel, vraiment, on ne les applique pas. On ne les applique pas comme il le faudrait. Donc, la sensibilité sociale également, verte, on appelle l'environnement vert. Comparé aux autres secteurs, le secteur de la télécommunication communique et effectue très peu de programmes de sensibilisation par rapport à l'écologie. Alors que normalement, une entreprise responsable, avec maintenant tout ce qui est responsabilité sociale et sociétale, l'entreprise doit communiquer dans la sensibilisation pour la protection de l'environnement. Alors, protection des sites très bonne, c'est une opportunité. Retraitement des déchets, ondes nuisibles à la santé des citoyens. Ondes nuisibles à la santé des citoyens. Vous voyez les antennes qu'on monte dans les immeubles et autres produisent des ondes nuisibles à la santé des citoyens. Alors, côté légal, il y a la loi sur la concurrence, c'est l'ARTP, l'Agence de régulation des télécommunications et postes, ARTP, voilà, susceptible de garantir l'éthique et la concurrence dans le secteur. Donc, cette loi instaurée par l'ARTP doit être respectée par toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur des télécommunications. Donc, l'ARTP contrôle le secteur. Aujourd'hui, même si vous êtes multimilliardaire, vous voulez évoluer dans le secteur des télécommunications, il y a une barrière à l'entrée.
il faut avoir une licence et c'est l'ARTP qui contrôle le secteur. Pour la protection du consommateur aussi, il y a l'ASCOSEN avec Momar Ndao, l'existence d'un régulateur des postes et télécommunications, l'ARTP, visant le bien-être des consommateurs et aussi l'instauration d'un mouvement consumériste, c'est-à-dire l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs sénégalais, avec Momar Ndao à la tête, là aussi, qui sont chargés de protéger le consommateur sénégalais. Alors, enfin, la loi sur les salariés. La loi sur les salariés. Donc là, côté légal également, vous avez la loi sur la concurrence de la RTP, la protection du consommateur et la loi sur les salariés. Donc, des aspects du droit social comme la limitation d'âge entre 18 et moins 50 ans, les cotisations sociales sont respectées dans le secteur, etc. Donc, c'est véritablement ça qu'il faut comprendre et ça, je vous l'enverrai quand on parle d'analyse Pestel. Alors, après l'analyse Pestel, nous allons voir l'analyse des 5 forces de Michael Porter. Donc, analyse. Les 5 forces de Michael Porter. Voilà. Les 5 forces de Michael Porter. Donc, après l'analyse Pestel, nous allons voir l'analyse des 5 forces de Michael Porter. Alors, Michael Porter nous dit quoi? Il nous dit l'attractivité d'un secteur ou l'attrait d'un secteur est apprécié par sa rentabilité moyenne. Or, la rentabilité moyenne dépend de l'intensité concurrentielle résultant de ces 5 forces. Je vous ai dit la dernière fois, quand on parlait d'analyse de la concurrence, il y avait la concurrence directe, la concurrence indirecte et la concurrence potentielle. Directe, indirecte et potentielle. La concurrence directe, c'est quand 2 entreprises produisent ou fournissent le même produit qui répond aux mêmes besoins de façon identique. Concurrence indirecte, les produits répondent aux mêmes besoins, mais de manière différente. Des produits différents ou des produits de substitution qui répondent aux mêmes besoins, mais de manière différente. Alors, la concurrence indirecte, c'est ça. La concurrence directe, c'est quand les produits répondent aux mêmes besoins de manière identique. Et la concurrence potentielle, à présent, c'est ce que Michael Porter appelle, bien sûr, les nouveaux entrants. La concurrence potentielle. Potentiellement, qui peuvent être les concurrents de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut retenir par ici, Michael Porter, dans son livre Choix stratégique et concurrence, édition Economica 1982, Paris, a développé plusieurs analyses. La première, c'est l'analyse des 5 forces de Michael Porter. D'accord, je reviens sur la concurrence directe. Donc, je disais qu'il y a une analyse traditionnelle de la concurrence. Quand on parle d'analyse de la concurrence, l'analyse traditionnelle de la concurrence mettait l'accent sur 3 points. La concurrence directe, la concurrence indirecte et la concurrence potentielle. Dans quel cas parle-t-on de la concurrence directe? C'est lorsque 2 entreprises offrent 2 produits qui satisfont aux mêmes besoins de manière identique. Par exemple, concurrence directe, Senico qui propose Cadi et Sedima qui propose Adia sont en situation de concurrence directe.
Parce que ce sont deux produits, Adja et Kadi, et Nestlé qui proposent Maggi. Ces trois entreprises sont en situation de concurrence directe parce qu'elles proposent le même produit c'est-à-dire des produits qui satisfont aux mêmes besoins, mais de manière identique. Alors, on est dans une situation de concurrence indirecte quand c'est des produits différents, ce qu'on appelle des produits de substitution, qui satisfont aux mêmes besoins, mais de manière différente. Imaginez aujourd'hui l'entreprise Sénécartour qui propose des bus climatisés comparativement à une autre entreprise qui propose des 4x4 ou bien l'entreprise, la SNCS, je pense que c'est ça, la Société nationale des chemins de fer du Sénégal qui propose le train, et la RAM qui propose, ou bien Air Sénégal qui propose l'avion. Alors, c'est trois services différents. Donc, c'est soit vous proposez des produits ou des services qui satisfont aux mêmes besoins de manière identique, ou bien des produits différents qui satisfont aux mêmes besoins, mais de manière différente. Imaginez, les trois sociétés que je viens de citer proposent des services qui satisfont aux mêmes besoins, les besoins de transport, mais de manière différente. Aujourd'hui, si vous voulez partir à Ziguinchor, Sénégal Airlines vous dit, voilà, mes services sont là. Alors, Sénécartour vous propose un bus, ou bien une autre entreprise peut vous proposer autre chose. Mais l'essentiel, le besoin de transport va être satisfait, mais de manière différente. Donc, avec l'avion, ça va être plus rapide. Il y aura plus de confort que par bus. Donc, ce sont des produits de substitution, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la différence fondamentalement entre concurrence directe et concurrence indirecte. Concurrence directe, il propose des produits qui satisfont aux mêmes besoins de manière identique. Concurrence indirecte, il propose des produits différents, des produits de substitution qui peuvent remplacer l'autre. C'est comme le café et le thé, des produits de substitution. C'est-à-dire qu'ils satisfont aux mêmes besoins, mais de manière différente. C'est ça la concurrence indirecte. La concurrence potentielle, c'est la concurrence qui peut venir dans le secteur, qui potentiellement, c'est-à-dire des nouveaux entrants, des entreprises qui sont là, qui observent et qui peuvent venir attaquer un jour ou l'autre le secteur d'activité. Mais quand Michael Porter est venu, il a révolutionné cette analyse. Dans cette analyse, il a intégré quoi? La pression exercée par les fournisseurs, la pression exercée par les clients, ce qu'il appelle le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, menace d'entrée de nouveaux concurrents, qu'on appelle les nouveaux entrants, la menace d'arrivée des produits de substitution ou menace des produits de substitution, et cinquième force, c'est la rivalité des firmes du même secteur. Michael Porter a distingué 5 forces concurrentielles, à savoir la pression exercée par les fournisseurs, qu'il appelle autrement le pouvoir de négociation des fournisseurs. Pression exercée par les clients, qu'il appelle le pouvoir de négociation des clients. Pouvoir de négociation des fournisseurs, pouvoir de négociation des clients, menace d'entrants potentiels ou de nouveaux entrants, menace d'arrivée de produits de substitution et cinquième force, c'est la rivalité des firmes du même secteur. Donc, Michael Porter a développé 5 forces concurrentielles. Qu'est-ce qu'on entend par concentration relative? Il dit que les fournisseurs qui se concentrent, au lieu d'être dispersés, les fournisseurs se regroupent, se concentrent. Leur pouvoir de négociation va être plus élevé. Imaginez, vous avez plusieurs fournisseurs de matériel électronique ou bien matériel informatique, ou informatique, DVA, etc., qui se regroupent et qui s'entendent sur les prix. Votre entreprise va commander sur Oumou informatique et tous, ils peuvent s'entendre sur les prix. Ils se disent que voilà, on peut, vu la conjoncture actuelle, on ne peut plus importer
les ordinateurs, etc., avec les taxes, on va essayer d'augmenter les prix si les prix ne sont pas réglementés. Donc, leur pouvoir de négociation va élever lorsque les fournisseurs se concentrent. Donc, quand il y a l'association des fournisseurs de ça ou de cela, franchement, leur pouvoir de négociation va augmenter. Alors, si pour les clients, concentration relative, c'est un exemple très simple. Imaginez un groupe d'étudiants. Imaginez un groupe d'étudiants qui vient pour négocier. Dans moins d'une minute, ça va couper. Il faut cliquer encore sur le lien. Donc,